Bonjour et bienvenue au coin du feu. Je suis comme d'habitude avec mon ami Ethno. Salut. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va faire une petite chronique à quatre mains, à deux cerveaux. Qu'est-ce qu'on peut dire? 4 hémisphères. Quatre hémisphères, exactement. Quatre yeux. Bref, j'ai Deux des nez. lunettes, ça compte. Bah toi aussi, remarque. Ah bah on a 8 là. Ça fait 8. Et c'est la chronique surtout qu'un auditeur nous avait proposé. Ah oui, c'est vrai, ouais, ça m'était sorti de la tête, mais c'est vrai. Et c'était pas bête, parce qu'on va s'attaquer à un gros morceau quand même, hein, puisqu'il va être question de Je suis une légende de Robert Matheson. Robert, n'importe quoi. Richard Burton Matheson. T'as dit quoi, Robert? J'ai dit Robert, je pensais pas pourquoi. Robert. Non, parce que c'est le nom du héros, ça. Oui, c'est ça, Robert Deville. Voilà. Et voilà, plutôt intéressant, parce que moi je ne l'avais jamais lu. Je sais pas si toi tu connaissais déjà un peu le bonhomme avant qu'on se Pas du lance. tout. Alors non. Moi je connaissais, comme beaucoup de personnes, par rapport au film, déjà. Ouais. Et je me suis aperçu qu'au final c'était une catastrophe. Et non, je connaissais le bouquin parce que voilà, ça reste une référence quand même dans le post-apo, mais voilà, c'était une très bonne suggestion en tout cas. Et hâte d'en parler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, malgré que le livre soit pas vraiment épais en fait. Hein. Non, c'est assez rapide à lire, je te rejoins. Ce qui m'a surpris, moi, c'est la date à laquelle il a été écrit, puisqu'il donne un goût assez contemporain quand même. Alors c'est pas vieux, mais c'est pas tout jeune. Hein. Ouais, clairement, c'est vrai que j'étais aussi assez étonné. Et puis, la manière dont c'est écrit aussi, ça donne pas cette sensation. Je mets des gros guillemets de vieillesse du texte en fait, voilà. Et non, vraiment pour un texte, parce que bon, on va le dire, il est de 1954. Ouais. Donc quand même, il y a des trucs qui sont plus difficiles à lire, qui viennent de cette période. Hein. Ou même maintenant, hein, des bouquins qui sonnent beaucoup plus vieux que. Ah ouais, exactement, ouais. Que celui-là, ça c'est clair. Comment on fait? Je commence par la biographie comme d'habitude. Ouais, allez, ouais. Allez. Donc, Monsieur Matheson, qui est né le 20 février 1926, est donc un auteur américain de science-fiction et de fantastique. Et j'insiste bien sur les deux, hein, science-fiction et fantastique. C'est un fils d'immigrés norvégiens. Il grandit à New York avec sa mère, et il publie sa première nouvelle à 8 ans dans le Daily Brooklyn Eagle, qui est un journal d'où il tire ses premières inspirations. Premières inspirations qui lui viennent également d'un roman Dracula. Je sais pas si tu vois un peu ce que c'est. Ouais, vaguement, ouais, un truc avec des canines. Exactement. Qui va d'ailleurs beaucoup l'influencer, puisque donc en plus d'être auteur de romans, il est aussi scénariste pour le petit et le grand écran. Et il a par exemple fait en 1972 un film La Nuit du Vampire, en 73 Dracula et ses femmes vampires, etc. Enfin, c'est vraiment le personnage du vampire est un personnage qui l'intrigue énormément, et on reviendra dessus. Et à noter dans ses influences également les romans historiques de Kenneth Lewis Roberts, même si je suis pas sûr que ce soit très pertinent pour la chronique du jour. Je sais pas si tu vois des éléments de romans historiques dans Je suis une légende. Moi j'en ai pas trop vu. Eh ben pas vraiment, non. Lui, le personnage sera dans l'histoire, mais c'est tout quoi. C'est ça. Donc après avoir obtenu son baccalauréat, il participe à la Seconde Guerre mondiale, puis une fois démobilisé, il se lance dans des études de journalisme. Et ça on peut le sentir un petit peu, je trouve, dans Je suis une légende justement. En parallèle, il reprend l'écriture, et il obtient un certain succès dès ses premières publications, avec Le Journal d'un monstre en 1950, donc une nouvelle sur un enfant qui est ses parents. Voilà, tout un programme. Ouais, c'est sympa, ouais. Je suis une légende donc, qui est son second roman en 54, et L'homme qui rétrécit en 56, qui est aussi assez réputé, et qui a eu une adaptation cinématographique, si ce n'est plusieurs. Ses œuvres sont régulièrement adaptées au cinéma. D'ailleurs, Matheson a écrit des scénarios pour Star Trek, pour l'adaptation de l'une de ses nouvelles, qui n'est autre que le film Duel. Je sais pas si tu sais pourquoi il est connu Duel. Alors là, non, complètement, je sèche. C'est comme ça que Steven Spielberg s'est fait connaître, en fait. C'est-à-dire c'est le premier film qu'il a fait connaître au grand public, Steven Spielberg. Putain, d'accord, ok, j'ai jamais entendu parler, quoi, c'est un truc de fou. Et ça vient d'une nouvelle de Matheson, et Matheson a travaillé sur le film aussi. D'accord, ok. Je ne savais pas cet élément, et je trouve que c'est plutôt intéressant. Du coup, ça vaut peut-être le coup de le regarder. Ouais, moi je me souviens l'avoir vu vaguement il y a très longtemps.
Mais je pourrais pas t'en dire grand-chose. Hein. Ok. À revoir alors. C'est ça. Matheson est souvent cité comme source d'inspiration pour des scénaristes et écrivains reconnus comme George Romero et Stephen King, hein, pour nommer les plus petits. Oui. Pas trop qui c'est ceux-là. Non, inconnu au bataillon. Donc ce dernier d'ailleurs reprend un certain nombre de thèmes abordés par Matheson et il dit lui-même dans une interview que c'est directement inspiré de Matheson. Donc ces thèmes sont la folie, la mort, l'abandon et la solitude. On va encore faire une chronique plaisante aujourd'hui. Hein, très joyeuse, voilà, ouais, c'est ça. Pour continuer sur des choses un peu sombres, Matheson meurt le 23 juin 2013 à 87 ans. Donc belle vie quand même. Clairement, ouais. Au cours de sa vie, il a été récompensé de nombreux prix. Le prix Hugo en 57 pour le film L'homme qui rétrécit. Le prix Bram Stoker, tiens, spécial grand maître pour toute sa carrière. Étonnant. Voilà, on reste toujours un peu dans les mêmes histoires. Hein. Alors, dans ses œuvres, il y a souvent une dimension métaphysique qui est mise en avant, notamment par les peurs universelles de l'humanité. Pardon. Il reprend les grands mythes de la littérature gothique et change le contexte. Donc là, par exemple, dans Je suis une légende, on va être dans la science-fiction, hein, ou l'anticipation, si on préfère. Ou dans le post-apo. Ou le post-apo, ouais. Et il s'intéresse en priorité à la psychologie des personnages, qui met souvent en confrontation avec un monde hostile. Bon, là, clairement, dans Je suis une légende, on vous expliquera pourquoi le monde est hostile. Dont on ne connaît pas dire toujours... hostile, c'est, je sais pas, c'est un truc plus fort que ça. Oui. Meurtrier, peut-être. Ouais, exactement. Donc un monde hostile dont on ne connaît pas toujours l'origine du danger, de la menace. Voilà, donc ça c'est pour voir un peu rapidement qui est Matheson et ses lubies en termes de littérature et même de cinéma. Voilà, et maintenant on va vous présenter un peu l'histoire. Hein, qu'est-ce que t'en penses ? Oui, alors bon je me suis occupé du résumé, je vous jure que j'ai essayé de faire plus long que ça, mais j'ai pas pu. C'est l'histoire d'un mec. C'est l'histoire d'un gars qui vit seul enfermé la nuit dans sa maison. Merci, l'épisode c'est super sympa, et à dans 2 semaines. Donc non, Robert Neville vit seul et enfermé la nuit dans sa maison, ça par contre c'est vrai. Donc suite à une pandémie qui a dévasté l'espèce humaine et qui les a transformés en une sorte de vampire zombie. Du coup on va dire vampire parce que ça colle concrètement à ce que tu nous as dit. Oui, puis même dans le roman il parle de vampire et il parle jamais de zombie. Voilà, et puis c'est comme ça que... parce qu'en fait le film, lui, part plus sur une sorte de zombie on dirait, enfin... Même si... ouais, on pourra revenir là-dessus d'ailleurs. C'est assez étrange, ouais, ce qu'ils ont voulu... J'ai pas trop compris. Et d'ailleurs, Matheson va partir sur tout le livre, comme tu le dis, sur l'analyse du vampire. Donc, il est visiblement le seul à avoir survécu à ce virus, mais il continue tout de même à vivre malgré ça, parce qu'il a l'air comme immunisé. Et c'est donc l'histoire de cet homme, le dernier homme de son espèce pour l'instant, que l'auteur va nous raconter. Tout simplement. Et quand je dis que on peut pas rajouter vraiment beaucoup à ce résumé, c'est qu'on peut pas en fait. Non, parce que les péripéties, elles ont. Bon, déjà le livre est assez court et en plus les péripéties, elles vont toujours amener des nouveaux éléments, ce qui fait que si on commence à approfondir un peu, on va vous dévoiler certains éléments de l'intrigue. Et j'insistais sur le fait qu'il soit auteur de science-fiction et de fantastique. Matheson, dans Je suis une légende, il utilise beaucoup le procédé du fantastique, qui est la chute où on sait pas trop ce qui est, si les choses se sont passées ou non. Donc là, les choses se sont plutôt passées, hein, il n'y a pas tellement de doute à ce niveau-là, mais on reste toujours sur un suspens en fait, en suspens de quelque chose. Et là, en l'occurrence, le suspens, ça arrive vraiment tout à la fin. C'est assez déstabilisant. D'ailleurs, on en avait parlé vite fait pendant que j'étais en train de lire le livre. Et je te disais que, en fait, c'est vrai que sur le coup, je voyais pas vraiment beaucoup de choses à dire sur le bouquin lui-même, parce que c'est vraiment le genre de livre qui trouve sa réponse à la fin. Et d'ailleurs, tu m'avais dit, prends ton mal en patience, tu verras, à la fin, tu comprends tout. Et pour le coup, c'est vrai, parce que c'est vraiment dans les dernières pages qu'on voit où l'auteur va en venir. Et moi perso ça m'a un peu déstabilisé, j'avoue. Mais c'est pas pour autant que c'était pas bien, c'est une autre façon d'amener les choses en tout cas. Exactement. Sachant que du coup les péripéties intermédiaires, on va dire,
elles nous permettent de mieux appréhender la situation dans laquelle se trouve Robert Neville, et elles auront pas forcément un énorme impact à la fin. C'est vraiment sur le dernier tiers que on a les éléments narratifs, on va dire, qui amènent vers le dénouement. Entre-temps, il pourrait se passer des centaines et des centaines de pages où on suit en fait la vie de Robert Neville et surtout son évolution psychologique. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est hyper important. Et d'ailleurs, on pourrait diviser le livre en 3 parties. Et ces 3 parties montrent distinctement une évolution dans la psychologie du personnage. C'est ça. On le suit. Et c'est ça qui est bien au final et que j'ai aimé. Moi, j'aime que ce soit dans les bouquins ou dans les films. J'aime quand les choses elles sont présentées comme une tranche de vie, comme un morceau de vie. Et là, concrètement, même si c'est un morceau de vie très inquiétant, très angoissant, ça en reste pas moins ça. C'est-à-dire on suit un personnage et son évolution sans forcément beaucoup d'éléments extérieurs, parce qu'au final, il se passe pas grand-chose, hein, on le répète. Mais voilà, il y a une promiscuité avec le personnage qui est enfermé dans sa maison et qui arrive quand même à sortir, parce qu'il se passe des trucs dehors, qui est très importante, parce que voilà, on suit son évolution dans un monde qui a changé, au même titre que ça pourrait être nous. Moi j'ai trouvé que l'identification au personnage était quand même assez aisée, parce que finalement il n'y en a pas 50 000. Lui, il a peur au début, comme nous on pourrait avoir peur si on était dans cette situation, c'est-à-dire la pandémie, tout ça. En plus c'est quelque chose qui est très actuel, hein. Je sais pas si on a bien fait de le lire à cette période, mais en tout cas voilà, la promiscuité avec le personnage est vraiment très importante, et c'est ce qui fait tout le roman pour moi en tout cas, hein. Ah bah oui, le gros du roman repose sur le fait qu'on s'implique dans l'histoire du personnage principal, et qu'on commence à ressentir en fait ce qu'il peut ressentir, et ce qui est pas évident, parce que moi au début j'avais un peu du mal à me mettre à sa place. J'ai toujours un regard assez distancié des choses, que ce soit dans les films ou dans les romans, et je mets beaucoup de temps à avoir de l'empathie pour les personnages. J'attends de plus les connaître pour voir si je peux me mouiller ou pas. Mais voilà, là c'était un peu long, mais au fur et à mesure j'ai commencé à me mettre dans sa peau, à me demander comment je réagirais à sa place, etc. Et c'est vrai que des choses qui peuvent paraître un peu que je saurais pas trop comment dire ça, illogique pour ma part, tu vois, de les moments où il s'énerve quand il est tout seul chez lui et qu'il manque de se tuer en permettant aux créatures de l'extérieur de rentrer chez lui sous un excès de colère. Moi j'étais un peu frustré, tu vois, je me disais mais pourquoi il fait ça, parce que du coup tout ce qu'il a fait avant ça sert à rien, parce qu'il va s'auto-détruire en faisant ça, etc. Mais en fait si on se remet dans la peau du personnage, on peut comprendre qu'à un moment tu craques. Et d'ailleurs, lui, il le dit à plusieurs reprises, il fait tout en fait pour ne pas craquer. Voilà, mais après, ouais. Et la routine de ses journées va beaucoup l'aider à pas lâcher prise avec la réalité en fait. Voilà, c'est ça. Et il y a un truc important qu'il faut souligner aussi, tu disais pourquoi est-ce qu'il s'énerve et tout ça. Moi je pense que, et ça c'est un gros morceau, c'est à cause de l'alcool aussi. Alors l'alcool ça lui permet, je pense, de tenir quelque part, de le réconforter, mais pour la personne qui a toujours, qui sait ce que c'est que se prendre une bonne biture ou quoi que ce soit, on sait que ça peut nous faire sortir de nos gonds, on sait qu'on peut réagir de façon un petit peu excessive, et ça se trouve c'est ça qui se passe, c'est-à-dire que l'angoisse plus l'enfermement plus l'alcool et la frustration surtout, parce que faut dire qu'il cherche aussi des réponses à ces questions, à pourquoi la pandémie, comment c'est arrivé et tout ça, et toute cette frustration accumulée plus l'alcool, je pense que ça donne un résultat qui détonne en fait, et c'est pour ça qu'il s'énerve. Ouais, et d'ailleurs il va dépasser cet état-là. Bon là je spoil pas trop, hein, c'est l'entrée dans la deuxième partie on va dire, et ça va lui permettre justement de plutôt que de se voiler la face en fait et de rester dans une espèce de cycle infini de survie et d'oubli, en fait d'essayer de comprendre comment on en est arrivé là, quelles sont les causes et les conséquences, et comment trouver un moyen de s'en sortir. Et à ce moment-là, je trouve que le récit il entre dans un autre rythme, puisqu'on n'est plus rythmé par les journées de travail et les soirées d'alcoolisme, et on va un peu plus s'intéresser à son histoire à lui déjà, premièrement, savoir en fait qu'est-ce qu'il a perdu réellement, et qu'est-ce qu'il essaye de
qu'est-ce qu'il est, plutôt comment est-ce qu'il essaye de s'en sortir, quelle voie il utilise. Et là, il va se tourner vers la science. Voilà, et là il y a quand même pas mal de choses à dire. Je me suis aperçu que dans mon résumé, j'avais pas expliqué en fait de pourquoi il restait enfermé chez lui. C'est simplement que bon bah ça on le découvre vite, hein, mais c'est-à-dire que la nuit, les gens qui ont été touchés par la pandémie se transforment en vampires, ou alors enfin non, se sont transformés en vampires. Voilà. Et donc du coup la nuit ils sortent et bah fatalement ils essayent de le manger quoi, enfin oui, de le contaminer, en fait, on peut dire. Je sais pas trop comment on pourrait dire ça. Donc voilà, ça c'était juste une petite parenthèse pour clarifier un petit peu la situation, pour ceux qui l'auraient pas lu en tout cas. Et oui, t'as raison pour la deuxième partie, donc pour en revenir à ce que tu disais, est vachement axée sur la science. Et pour ma part, en tout cas, c'est là où le bas blesse dans le roman, en tout cas. Bah, ça peut amener un peu de l'eau à ton moulin. Matheson s'intéresse pas tellement à la véracité de ce qu'il va raconter. Ça se sent, ouais. Mais il est pas non plus dans le fantastique et le surnaturel total. Il y a quand même une certaine logique, et si tu y prêtes pas plus attention que ça, ce qu'il te raconte est pas non plus complètement abracadabrant, tu vois. Il y a quand même on sent qu'il y a du raisonnement. On n'est peut-être pas dans la science pure et dure, mais il y a du raisonnement. Non, puis d'ailleurs, il s'étend pas non plus. Enfin, ça reste quand même juste une partie du récit. Hein. C'est pas le cœur du roman. Voilà, non, carrément pas. Mais bon, par contre, voilà, on peut dire qu'il essaye de trouver une explication scientifique aux vampires, et que dans tout ce roman, il essaye de rationaliser beaucoup les choses, en fait. Que ce soit j'ai trouvé mon mot, les superstitions, voilà, par exemple, donc le mythe du vampire et tout ça. De ce côté-là, il essaye, du moins, de trouver une rationalisation scientifique. Même si le propos est scientifiquement pas bon, je pense. Je sais pas, j'ai pas lu de trucs qui allaient dans ce sens-là, mais je pense que si tu fais lire ça à un scientifique, il va rire et te dire mais non, concrètement c'est pas... Voilà, en gros c'est l'histoire, parce que il le dit à un moment, il travaille à l'usine, si je me trompe pas, et en gros c'est l'histoire d'un mec qui travaille à l'usine, qui trouve un vaccin, et je pense pas que ce soit aussi simple que ça, sans discriminer les personnes qui travaillent à l'usine, loin de là, mais en tout cas, je pense pas que... le personnage à la base de Neville soit prêt pour trouver carrément un vaccin à tout ça. J'ai trouvé ça vraiment étrange en fait. Ouais, c'est vrai que ça peut poser des questions. Après, moi je trouve peut-être en un laps de temps plus long, je sais pas quel moyen il faut, etc. pour faire un vaccin, donc je serais pas apte non plus à donner, tu vois, des délais, etc. Mais c'est vrai que ça paraît arriver un peu vite, on va dire. Ouais. Et mais d'un autre côté, il a un peu que ça à faire de ses journées au bout d'un moment. Tu vois. Oui, dit comme ça, c'est sûr. Donc. Par contre, si on part un peu sur autre chose, parce que c'est vraiment pas le cœur du récit, hein, de savoir si oui ou non c'est. Oui, clairement. C'est logique qu'il trouve le vaccin ou pas. On s'en fout un petit peu. Et en tout cas, quand on lit le roman, il y a rien qui te bloque. En fait, tu te dis pas c'est invraisemblable. Tu te dis juste ah ouais, non. c'est un peu gros, mais d'accord. C'est un peu gros, voilà, exactement, c'est ça. Mais tu prends quoi, tu vois, c'est dans la continuité. Oui, parce qu'en plus c'est très rapide quoi. Enfin. Ouais. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est si on reprend les influences de Matheson, donc le Dracula de Bram Stoker, comme on en avait parlé, qui est également beaucoup basé sur la science. Bon, ouais, plus sur la criminologie là à ce moment-là, etc. Mais il y a quand même tout un propos autour de la science. Et je trouve ça intéressant que dans ces grands livres de vampires, on est souvent face à la superstition face à la science, tu vois. Ah ouais, carrément. Ouais. Mais c'est logique avec l'image du vampire même, hein, qui appelle ce côté irrationnel, et qu'en même temps l'esprit humain se doit de rationaliser pour le combattre. C'est ça l'idée. Ouais. Non, mais en même temps, c'est super intéressant d'essayer de trouver une explication fantastique, scientifique aux vampires. Je veux dire, c'est assez couillu quand même, parce que le mec il prend un mythe. Et en gros, il nous dit, bah regardez, en fait, on peut le démonter, voilà quoi, la superstition, les mythes du vampire, on peut le prendre et on peut l'expliquer scientifiquement. On pourrait l'expliquer scientifiquement. Je me demande, et j'y ai pensé tout à l'heure, donc j'ai pas eu le temps d'aller vraiment fouiller de ce côté-là. Le personnage de Van Helsing dans Dracula, il représente les nouvelles avancées en termes de sciences et de médecine, là appliquées à la criminologie, etc. Oui. Donc en fait, au moment où Bram Stoker écrit, il parle de quelque chose qui est contemporain et
et qui est un vrai progrès dans la science de l'époque. Et je me demande à quel point Matheson s'est servi ou non de son contexte à lui. Tu vois, est-ce que les années 50, le début des années 50, il y a une épidémie importante et on se tourne vers les scientifiques pour trouver une solution, etc. Là, je serais assez curieux de voir si ça répond à une problématique de son temps, ou si il a pris ça comme ça parce que c'était logique et ouais, d'accord, ok. Non, c'est vraiment pas con. Alors non, moi j'ai aucune idée de ça par contre, mais à vérifier, oui, ça serait pas mal. Et ça se trouve il y a quelque chose. Ouais, mais ouais, comme on n'a pas la réponse. Voilà, on va pas débattre dessus. Mais enfin, ce qui est sûr en tout cas, c'est que ça permet de rendre le personnage du vampire toujours contemporain, de le réancrer dans une période qui est proche de la nôtre. Et d'ailleurs, même quand il les tue, hein, on voit que, enfin, au moins qu'il essaye, qu'il y a quelque chose de différent en fait. C'est-à-dire que oui, il y a des règles qui sont respectées et des codes du roman vampirique qui sont respectés. Mais encore une fois, c'est pas tout. C'est-à-dire que il va remarquer des choses, que certains réagissent à certaines règles, on va dire, et d'autres pas. Et là-dessus, ça va encore apporter des réponses, à ces questions. Donc en fait, on dirait qu'il a vraiment pensé à tout. En fait, on dirait limite une logique philosophique à tout ça. C'est-à-dire que tu prends un problème, tu déconstruis tout jusqu'à arriver à un truc de base. Et là, j'ai l'impression que Matheson a vraiment fait ça avec le mythe du vampire. Il a vraiment pensé à beaucoup de choses. Et pourtant, encore une fois, en vraiment pas beaucoup de pages. Hein. D'ailleurs, il est obligé de faire cette déconstruction philosophique, comme tu as dit. Je sais pas si le terme est le bon, mais en tout cas, pour arriver à sa fin, il était obligé de créer en fait différents groupes de vampires, on va dire. Ils réagissent pas tous de la même manière parce qu'en fait, ils proviennent pas tous. Le problème, le virus n'atteint pas les personnes de la même manière. Et il avait besoin de ça pour pouvoir arriver à sa fin. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, si je continue les parallèles avec Dracula, dans Dracula, le vampire est seul face à une équipe de personnes, face à une collectivité. Et là, c'est l'inverse en fait. C'est Robert Neville qui est seul face à une collectivité de vampires, on va dire, même s'ils ont tendance à s'attaquer entre eux et à pas forcément travailler ensemble, mais il y a quand même une collectivité. Et bon, c'est dommage qu'on puisse pas en parler plus à cause de la fin, mais sans vraiment spoiler, mais oui. Mais clairement, Robert il est tout seul dans son camp. Oui, c'est ça. Ouais, carrément. Et c'est ça qui fout le trac en plus, hein. Donc, du coup, si on fait toujours le parallèle avec Dracula, ça renverse le paradigme, quoi. Le monstre n'est pas le personnage isolé, et du coup, ça fait de poser des questions sur qui est dans son bon droit quelque part, tu vois. Est-ce que Neville a vraiment le droit d'aller tuer du vampire, etc., alors qu'en fait, potentiellement... C'est frustrant ce que tu dis, parce que là, il y a vraiment matière à parler, surtout sur le thème final, en fait. Hein. Donc, oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. C'est dommage, on peut pas trop en parler, mais effectivement, ça, c'est une question super importante. Et sans essayer de trop en dire non plus, au niveau des thèmes, donc il y a cette question qui est tout à fait légitime, mais ça soulève aussi beaucoup de questions d'un point de vue sociétal, sociétal, c'est ça, comme l'adaptation de l'homme dans le monde dans lequel il évolue et les règles selon les différentes sociétés, en fait. Et ça, c'est un thème quand même relativement... parce que même sans parler de la fin, comme tu dis, lui, il est tout seul au milieu d'un groupe de vampires, et déjà, les règles, elles ont changé. Et ça, c'est super important, parce que la réflexion finale va dans ce sens-là, en fait. Ouais. Et il y aurait mille choses à dire. Donc allez lire le livre et après on en discute dans les commentaires, s'il vous plaît. Exactement. Et d'ailleurs, voilà, on peut avoir cette image de l'étranger qui est très semblable à notre société, d'ailleurs, et ça se voit toujours, comme le rejet, par exemple, du vampire par la peur. Ça, à un moment, il en parle aussi. Donc, et d'ailleurs, la question dont tu parlais tout à l'heure, il se la pose à un moment. Et donc il dit que c'est la peur elle-même qui amène la haine et tout ça. Donc à un moment, oui, il se remet en question en se disant putain, mais est-ce que j'ai vraiment le droit de faire ça au final? Et puis ça soulève des thèmes forts. Encore une fois,
il s'étend pas là-dessus parce qu'il peut pas, enfin c'est pas possible en aussi peu de pages, mais par contre il soulève plus des questions qu'il n'y répond. Ça c'est une certitude. Oui, d'ailleurs la fin qui est laissée en suspens, elle t'oblige du coup à te repasser tout ce qui s'est passé en fait, à te repasser ça dans ta tête et à te dire ah ouais mais tiens du coup ça me fait penser à tel moment, est-ce que il a fait le bon choix, est-ce que c'est un gros prélude le roman en fait. C'est un prélude à la fin. Exactement, ouais. Donc c'est vrai que c'est important de le relire après une fois, enfin pour vraiment arriver à cerner toutes les subtilités, je pense qu'il est vraiment important de le relire quoi. Et le personnage de Neville, alors bah moi franchement j'ai adoré, putain, mais par contre il y a un truc qui m'a fait rire. C'est son voisin là parce qu'en fait son voisin a été mordu et en fait tous les soirs ce con il arrive derrière sa porte et il l'appelle, fait Neville, tu vois, parce qu'ils bon, ils peuvent parler, enfin pas faire des grandes phrases mais moi je me suis mis à la place du personnage principal, mais je serais devenu fou. Tous les soirs il y a un trou du cul qui vient gueuler derrière ma porte en m'appelant comme ça. Putain, et puis surtout il le connaissait, c'est son voisin avec qui il allait à l'usine. Voilà, ensemble en voiture, ça. Donc c'est pas non plus juste un voisin comme ça vu de temps en temps quoi. Voilà, c'est ça, c'est un personnage qui connaissait, parce que d'ailleurs ce qui est important de rappeler, c'est qu'on nous lâche pas dans un monde post-apo comme ça, enfin pas seulement, c'est-à-dire qu'il y a des flashbacks, on sait concrètement on sait d'où vient le virus, on sait ce que c'est, on sait ce qu'il fait, on sait quand c'est que c'est arrivé, comment ça s'est propagé, et on connaît aussi la vie de Neville, donc comme tu disais, on sait ce qu'il a perdu. Et ça, c'est super important pour la psychologie du personnage. Et voilà, c'est pas simplement un texte où on n'a pas de réponse comme souvent ça arrive. Hein, c'est-à-dire que là, on sait beaucoup de choses, on sait quasiment tout. Et ça, moi, j'ai trouvé que voilà, ça enlevait une certaine frustration déjà. Après, si on se tourne vers le dernier tiers, on peut quand même dire que Neville, il va rencontrer deux personnages importants. Le premier, c'est un chien. Ouais, c'est énorme ça. Ouais, d'ailleurs, il y a toute une construction autour de ce chien, comment il essaye de l'apprivoiser, enfin d'abord comment il se rend compte, comment il essaye de l'apprivoiser, ce qu'il fait pour lui pour essayer de le sauver, puis pour Neville, c'est la possibilité d'avoir un autre être vivant avec qui il peut interagir sans hostilité, ce qui est quand même agréable. Et bon, voilà, je dis pas comment se finit cet arc-là, mais enfin, il apporte vraiment en fait, on a l'impression que c'est beaucoup de choses pour rien, tu vois, c'est beaucoup de pages pour rien au final, alors que au contraire, ça permet d'encore plus appuyer les thèmes qui sont présents dans le récit. J'essaie de pas trop en dire non plus pour pas dire comment ça se finit avec le chien. Ouais, mais de toute façon, il y a rien qui est laissé au hasard du coup dans ce bouquin. Il pouvait pas se permettre non plus parce que sinon ça aurait été juste un bouquin chiant en fait. Ouais, un bouquin de survie où tu suis juste un personnage qui essaye de pas voilà, mourir, mais c'est plus que ça finalement. Il essaye de pas mourir carrément. Et ça amène des réflexions. Exactement, ouais, c'est ça. Parce que rien ne nous dit que s'il se laisse mordre comme ça ou dévorer, on sait pas trop, mais en tout cas qu'il se laisse approcher par les créatures, ça se trouve ça serait pas plus mal fini pour lui. Tu vois ? Bah oui, carrément, ouais. D'ailleurs, c'est assez marrant il y a quand même des interactions avec les vampires, hein, ça donne lieu quand même à des situations assez marrantes, moi j'ai trouvé. Je pense à un ou deux trucs avec le vampire musulman. Ouais, il fait ses expériences en fait, donc c'est-à-dire qu'il vit pas, il vit reclus chez lui, bien sûr que si, mais par contre il n'hésite pas à aller à la castagne quand il faut faire avancer un petit peu la recherche en fait, et à se confronter à eux. Pour essayer de faire avancer sa situation et essayer de trouver un remède, quoi. Bah, c'est vrai que les vampires, moi je les trouve plus... comment on pourrait dire ? Je les trouve pas spécialement effrayants, je les trouve plus absurdes, tu vois, grossiers, enfin... Ah bah oui. Ils ont pas cette image classe que peut avoir Dracula, là on est plus sur... c'est pour ça qu'on parle un peu de zombies, quoi, c'est qu'ils ont un côté vraiment décérébré... Carrément, ouais. C'est vrai qu'ils respirent pas l'intelligence. Hein. Non. On a l'impression qu'ils sont vraiment bas du front et qu'ils sont primitifs. Exactement, ouais. Le virus te ramènerait à un état de conscience antérieur, on va dire, à l'évolution qu'a connue l'espèce humaine. C'est ça. Et d'ailleurs, cette notion de primitivisme, elle est quand même assez importante parce que dans la fin, c'est un mot qui est utilisé pour expliquer limite, le début d'un autre truc,
Et c'est assez important en fait, pareil, c'est un élément qui va nous permettre de savoir que le vampire va peut-être pouvoir évoluer au final. Et quelque part, on sait, sans trop en dire encore une fois, c'est vraiment frustrant du coup cette chronique, que le vampire va évoluer. Dans quel sens et comment et pourquoi, ça on va pas le dire, mais par contre, voilà. Bah, moi je pense que de toute façon c'est logique, puisque si un personnage comme Neville a survécu, c'est que l'humanité a survécu. D'une manière ou d'une autre, tu vois, c'est peut-être pas le seul survivant, enfin, tu sais, c'est difficile de statuer ce qui s'est passé dans tout le reste du monde, parce qu'on n'a pas cette vision-là. Mais à mon avis, ça peut vouloir dire que l'image du vampire, le mythe du vampire, il existera toujours tant qu'il y aura des hommes et des femmes pour le penser, tu vois. Puisque oui, puisque c'est une projection, en fait, des peurs humaines. Oui, exactement, ouais. Donc il est voué à évoluer et à se modifier en fonction du contexte. Bah, y a qu'à voir la différence entre le Dracula et les vampires de Je suis une légende. Tu vois, c'est rien que là déjà on a une réponse à cette question-là. Ouais. Ou même si tu prends les vampires de Twilight, tu vois, on en pense qu'on veut, mais c'est une réappropriation et une recontextualisation du mythe du vampire à destination d'un public, etc. Enfin, tu vois, c'est... Oui, alors là pour le coup, je peux pas te dire parce que j'ai absolument pas vu les Twilight. Mais ce qui m'inquiète, c'est que tu m'en parles en ayant l'impression que tu connaisses. Je sais pas trop ce qu'il faudrait que je pense de cette réflexion. On va peut-être pas la garder au montage. Hein. Si, bah oui, je n'ai honte de rien. Ouais, je déconne. Ouais, oui. Non, mais tu les as vus du coup ? J'en ai vu un ou deux, ouais, je sais plus lesquels. Non, mais tu les as vus du coup ? C'est une réponse par oui ou par non, ça ? Bah ouais, j'en ai vu un ou deux, ouais, je t'ai dit. D'accord, ouais. Ok. Non, mais pas de soucis. Je me demande pas de te raconter l'histoire parce que je les ai vus sans le son. Ah ouais, il fallait bien trouver un truc, ouais, bien sûr, c'est ça. Si, je me souviens d'avoir vu deux. C'était une soirée avec des potes, je devais être au lycée. Mais on n'avait pas le son. Et du coup, on a fait les dialogues nous-mêmes. Donc je peux te raconter une histoire si tu veux, mais je peux pas te raconter l'histoire. D'accord, ok. Je doute pas de votre créativité, hein, mais bon. Ouais. Je pense qu'on aurait été censuré au cinéma, mais bon, c'est... Il y a des chances, ouais. Puis ça visait peut-être pas le même public. Non. Bah après, l'avantage c'est que les images peuvent laisser cours à beaucoup d'interprétations. Ouais. Ah ouais, mais je crois qu'on a tous fait ça en fait. Hein. C'est pas... T'es pas le seul dans ce cas-là. Hein. Après, ça dépend le film en fait. Hein. C'est toujours pareil. Hein. Ouais, bah je sais même plus comment on est tombé dessus. Ouais, y a pas un de vous qui l'a inséré dans un lecteur DVD des fois, non? Bah, Oups, merde. Putain, j'ai glissé. Le CD est parti directement dans la console. C'était ouvert et tout, tu vois. Voilà. Je vois le truc. Enfin bref. En tout cas, d'ailleurs, ouais, vas-y. De ce dont je me souviens, enfin tu vois, ça donne quand même un... Enfin c'est très différent des autres histoires de vampires que j'ai pu lire, voir, etc. Mais du coup, il a quand même ça raconte quelque chose, tu vois, que t'aimes ou pas, que tu trouves ça bien ou pas, on s'en fout. Ça donne quand même enfin c'est la récupération d'un mythe de l'humanité quand même, on peut dire. Oui. Parce que c'est pas simplement une créature d'Hollywood. Et c'est réutilisé par plein de personnes différentes pour raconter plein de choses différentes. Oui, ok. Voilà, et donc c'est ce qui veut dire que c'est un mythe qui risque de perdurer. Peut-être que dans 50 ans, il y aura encore une vision différente de ce mythe-là. Ah mais moi je pense que c'est certain, hein. De toute façon, au fur et à mesure qu'on a évolué, je trouve que on raconte pas les histoires de vampires pareilles et de la même façon qu'il y a 100 ans, tu vois ce que je veux dire. Donc je pense que c'est encore voué à évoluer. Ça se trouve on mélangera vampires et technologie bientôt ou quoi que ce soit, on sait pas, ça pourrait être intéressant ça d'ailleurs. Ouais, bah ça doit déjà plus ou moins exister quelque part. Oui, mais alors j'en ai vraiment pas connaissance par contre. Bah là comme ça me dit rien, je crois qu'il y a des films un peu sur ce thème-là. Si tu me sors Underworld, là je coupe tout de suite. Ah non, je pensais pas à ça. Ah. Non, je pensais à un synopsis de film que j'avais lu, ça avait pas l'air fameux, du coup je l'ai pas regardé, mais je me souviens plus du titre. Mais c'est un monde dans lequel l'humanité n'existe plus vraiment, et c'est les vampires qui règnent en maître, et ils sont obligés quand même d'avoir un bétail humain pour pouvoir se nourrir. D'accord, ouais. Il y avait une histoire comme ça, mais sauf qu'il y a un groupe de vampires qui a découvert un moyen en fait de se passer du sang humain. Et du coup, il y a une espèce de confrontation entre ceux qui veulent garder
le bétail humain pour se nourrir et ceux qui veulent utiliser cette nouvelle manière de survivre. Et encore une fois, c'est lié, tu vois, à la technologie. À la science, en tout cas, tu vois. C'est des vampires scientifiques qui trouvent un moyen de se passer des humains, tu vois. Ah, mais je pense que voilà, il y aura toujours quelque chose à faire pour faire évoluer ça, hein, parce qu'au bout d'un moment on va se lasser, hein, les vieux châteaux là, ça va bien 5 minutes avec des vieux vampires. Il faut changer un petit peu. Alors remue pas le couteau dans la plaie là, j'ai encore des images de la fin de Dracula, ça me... ouais, c'est vrai, c'est douloureux. Et d'ailleurs pendant qu'on est dans le cinéma, tiens, parce que tu m'as dit que tu avais revu le film donc Je suis une légende il y a pas longtemps, on peut en parler vite fait. Moi je l'ai pas revu pour l'occasion, mais par contre j'en ai quand même un bref souvenir. Et c'est vrai qu'en ayant lu le livre il y a pas longtemps, mais le propos est vraiment totalement différent, et en plus de ça, ça aurait pu s'appeler autrement, ça aurait été pareil en fait au final. Oui et non, parce que ça reprend un certain nombre d'éléments. Et d'ailleurs, c'est pas la première adaptation de Je suis une légende. Il y a eu c'est la troisième, ouais. Ouais, c'est ça. Mais la plus connue, à part Je suis une légende, c'est Le Survivant, je crois. Et c'était déjà une histoire qui était donc une adaptation du livre, mais qui prenait beaucoup de liberté. Et là, c'est le cas aussi, en fait. On peut voir le film et lire le livre, et il se passe pas du tout la même chose. Les éléments de base, en fait, ils sont... C'est-à-dire, on a un Robert Noville, par contre, là, qui, dans le film, est un scientifique militaire, hein, si j'ai bien compris. Ouais. Donc ça permet de légitimer peut-être un peu plus sa découverte. Et on a ce monde ravagé par un virus qui transforme les gens en créatures, sachant que là, pour le coup, il y a qu'un seul type de créature. Oui, ce qui change pas mal le propos du film par rapport au livre. Enfin, il a un côté beaucoup moins... tu te poses beaucoup de moins de questions, en fait, dans le film. C'est plus un roman d'aventure et d'épouvante. Un film d'aventure et d'épouvante. Oui, c'est ça, en fait. Je pense qu'il faut le prendre, comme ça, hein. Je pense que le bouquin a juste été un socle pour développer le film, et parce que ça s'arrête là, parce que moi les différences dont je me souviens, en tout cas, je sais du tout que c'était pas du tout la même en termes de temporalité, c'est-à-dire dans le film la nature elle a vraiment commencé à reprendre ses droits et tout, alors que là on est propulsé 5 ou 6 mois après la pandémie, si je me souviens bien dans le bouquin. Donc déjà là il y a quand même une grosse différence, parce que déjà en 5 je sais pas combien de temps il faudrait pour que la nature commence vraiment à repousser dans les rues ou quoi que ce soit, mais je suppose qu'il faut des années. Ah bah là, le Neuville, il a un potager où il récolte ses légumes. Voilà, c'est ça. Il y a des... Donc le cheminement, en fait, il y a des plus biches important dans la ville. Voilà, mais c'est ça. Donc déjà, rien qu'au niveau du personnage, le cheminement psychologique, on n'y est pas du tout. Parce que là, on suit un Neuville tout jeune dans un monde vraiment tout jeune, en fait, hein, dans le bouquin. Alors que dans le film, on est déjà directement catapulté dans la vie d'un mec qui s'est habitué à vivre avec tout ça, qui cultive ses légumes, qui va au taf, limite, pour continuer à faire ses recherches. Et puis voilà, quoi. Bah, le film est pas si mal, hein. C'est un bon divertissement, mais il a carrément pas la portée du roman, ça c'est clair. Ouais, voilà. On joue pas dans la même catégorie. Après voilà, c'est du Will Smith pur jus. Après, personnellement, j'ai rien contre l'acteur, mais c'est vrai qu'il y a un trip un peu mégalo, j'ai l'impression de temps en temps. Moi, Will Smith, c'est le prince de Bel-Air, c'est tout. Voilà. D'accord. C'est pas restrictif déjà comme truc. Non, je suis un vieux, moi, tu sais, je suis fermé. Men in Black aussi, attends. Ouais. J'ai jamais couru après ces films, moi, je t'avoue. Independence Day, si, quand j'étais gamin, ça j'étais grave, mais après, j'ai jamais trouvé que c'était un grand acteur, si tu veux. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis jamais vraiment intéressé à ces films. Mais voilà, après, comme tu dis, je pense que Je suis une légende se regarde dans la mesure où, voilà, tu le mets, ça se déroule, en fait. Vraiment. Mais je pense que si on cherche une réflexion peut-être un peu plus profonde, bon. Non, clairement, c'est un peu plus compliqué. Pas sur le même tableau, ça c'est sûr. Puis la fin, voilà, j'ai un souvenir de la fin aussi, où voilà, c'est une question de sacrifice. Oui, on n'est pas sur les mêmes problématiques. Putain, non, c'est vrai que là, la fin de Je suis une légende dans le bouquin. Ah, ça claque, ouais. Ça claque, hein, quand même. Moi, on n'en a pas parlé de la fin, mais sérieux, putain, ce truc qui tombe là au dernier moment. En fait, c'est rare les livres dont les fins sont bien, parce que très souvent, si t'as aimé le livre, tu vois, t'as pas envie que ça se termine. Et les fins, elles tombent toujours un peu à plat parce que
bah voilà, les choses sont résolues ou pas, mais tu sais que tu vas t'arrêter et que c'est la fin, tu vois, c'est là, tu seras plus dans l'univers, les aventures s'arrêtent là. Ici, pour le coup, je trouve que la fin, elle réussit à vraiment mettre un point final, du coup, à l'histoire, et en même temps, t'as pas envie d'en savoir beaucoup plus. Tu vois, ça clôt ça close que l'histoire, et derrière, c'est toi qui va t'imaginer, imaginer ce qui peut se comment les choses vont se poursuivre ou non, en fait. Et là-dessus, c'est bien réussi, ouais. Carrément, ouais. Mais écoute, on était efficace, dis donc. Oui, je crois que c'est notre épisode le plus court, hein, d'ailleurs. Ouais, il y a moyen. En tout cas, moi, c'est un livre que je conseille absolument. Alors, je le relirai pas, tu vois, c'est bon, je suis content de l'avoir fait, et j'ai trouvé ça intéressant. Mais c'est pas un livre qui va me laisser un goût... tu vois, je vais pas me dire, ah, je me souviens comment c'était bien de le lire. Contrairement à certains livres où à chaque fois que j'ouvre une page au hasard et que je lis 3 lignes, je vais le relire, c'était trop bien, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire, alors que j'aurais peut-être plus de facilité à le relire, celui-ci par exemple, qu'un Dracula qui m'avait laissé quand même... Oui, non mais ça oui. Une grosse empreinte au niveau psychologique aussi. Non, celui-là, moi je trouve que... Je suis pas du genre à trop relire les bouquins que j'achète. Mais en tout cas, celui-ci, ne serait-ce que pour vraiment assimiler tous les éléments, ce qu'on disait en milieu de chronique, hein, de toute façon, pour vraiment arriver à assimiler l'histoire et voir les petites subtilités qui se sont glissées, je pense que je le relirai. C'est pas un truc qui prend beaucoup de temps, hein, concrètement. Je pense qu'en 3 heures, c'est torché, parce que bon, il est vraiment pas épais. Je crois qu'il fait même pas 200 pages, ou alors 220 à tout casser. Et moi, je trouve que, ouais, replacé après dans le contexte de l'époque, c'est un vieux texte, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, enfin vieux sans vraiment l'être, vieux, et c'est quand même un texte qui a bien vieilli, moi je trouve, et que même maintenant, surtout dans le climat actuel, c'est vrai que ça colle quand même pas mal, hein. Donc on se transforme pas en vampire pour l'instant, c'est une bonne chose, mais bon. Bah, ça dépend pour qui, tu vois, ça peut être sympa d'être en vampire aussi. Ouais, je viendrais gueuler derrière ta porte. Cookie, sors d'ici. On va voir si tu sors pas pour me foutre une baigne au bout d'un moment. Ah ouais, t'inquiète, hein. Je suis armé, fais gaffe. Hein. ouais, je me doute, ouais. Donc, non, moi aussi, pareil, je conseille de le lire parce qu'il faut l'avoir lu. Concrètement, je pense qu'il a pas volé son titre de livre culte pour rien, et qu'il n'y a pas une adoration autour de ce livre pour rien. Donc, au moins, voilà, histoire de dire, on a lu une référence en post-apo. Ouais, et moi, c'est vrai que je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à un truc un peu plus plan-plan, je m'attendais un peu plus au film, tu vois. Ayant vu le film avant aussi, et finalement non, ça va beaucoup plus loin en fait. Bah moi je m'attendais à rien, donc comme ça au moins c'est cool. J'ai pas été déçu, voilà, comme ça au moins pas de problème. Je crois qu'on a quelques annonces, non ? Alors oui, en effet, là à partir de demain, donc ce sera fait hein, de toute façon quand l'épisode sera posté. Mais pour fêter nos 1 an, donc courant mai, hein, j'ai plus la date exacte, mais quoi qu'il en soit, on va faire une FAQ pour le prochain épisode, pardon. Donc sur tous les réseaux, que ce soit Twitter, Instagram ou Facebook, et c'est possible que je fasse un petit truc pour YouTube aussi, voilà, histoire de vraiment diffuser le message. On va faire la FAQ, donc n'hésitez pas à venir nous poser vos questions, savoir s'il y a des trucs que vous voudriez voir, pas voir, savoir pourquoi ci, savoir pourquoi ça. Et puis n'hésitez pas hein, à partager un maximum, histoire que qu'il y ait matière, hein, qu'on fasse une bonne petite émission, ça pourrait être sympa. Ouais, du coup... Quelque chose à rajouter ? Non, ça me paraît clair. Donc rendez-vous dans 2 semaines, hein, de toute façon. C'est ça. Avec la FAQ, ouais. Et après, il y aura encore un épisode à 4 mains. Ah oui, c'est vrai, ouais. Pour du classique de chez classique, là. Hein. Ouais, mais c'est pas mal, tu vois, moi je suis content qu'on les fasse, ces épisodes. Ça permet de se bouger à lire des trucs vers lesquels on serait pas forcément allé, sinon... Tellement c'est classique, on a l'impression de les connaître, alors qu'en fait, non. Bon, il y en a, on se serait bien passé, hein. Ah mais est-ce que tu n'es pas content maintenant de pouvoir dire, quand on dit oui, Dracula de Bram Stoker, de pouvoir dire ouais, le truc un peu chiant, passer la moitié. Les gens vont penser qu'on s'acharne sur ce livre, c'est pas possible. En même temps, enfin... Ça va devenir un running gag. Ah mais là c'est la fin d'un mythe, hein, clairement. Ouais. Désolé Bram, hein, si tu nous écoutes,
Le Comte On aime bien Dracula quand qui même, se hein. fait poinçonner comme un gros sac à patates à la fin, là, c'est dur à digérer quand même. Ah ouais, putain, non. Mais moi, j'ai plus de la peine pour le vieux roumain qui se fait mettre une grosse patate alors qu'il a rien demandé, là, et qui vient détrousser un mec en plus alors que le mec lui a rien demandé. On sait pas d'où ils sortaient ces roumains. Moi, ça m'énerve parce qu'ils étaient là, ils étaient pas là, et puis ils sont là, et puis bah voilà, quoi. Donc du coup, mais on va pas refaire l'accro. Hein. Non, ça mérite pas. Hein. Non. Bon, d'ici là, on se retrouve dans 2 semaines. Ouais, vous pouvez nous suivre comme d'habitude sur tout ce qu'il y a des flux RSS, Spotify, Deezer, Podcast Addict, SoundCloud, sur YouTube également, parce que tu les postes à chaque fois. Voilà, exactement. Avec les magnifiques miniatures de tanks. Ouais, voilà. Puis bah pour le coup, je rebalancerai encore son adresse. N'hésitez pas à aller faire un saut. Il fait vraiment du super boulot. Et d'ailleurs, il fait beaucoup de dessins orientés un petit peu Magic, l'Assemblée. Hein. Très inspiré en tout cas de Magic, l'Assemblée. Des trucs un petit peu Heroic Fantasy, enfin plus Fantasy pour le coup. Mais il fait vraiment du super taf. Donc n'hésitez pas à aller checker un petit peu son taf et te faire tourner, hein, parce que c'est important aussi. Et puis on se retrouve aussi sur les réseaux, donc Instagram, Facebook et Twitter, sur lesquels on est quand même assez présent et réactif. Ouais, il nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne lecture. Hein. Voilà, surtout lisez bien et lisez beaucoup. Hein. Et à dans 2 semaines. Salut!